Hey yo les chroniqueuses et les chroniqueurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui nous allons aborder un thème d'actualité, la santé. Mais alors plus précisément ceux qui gardent cette santé. Comment devient-on médecin à la période médiévale? Comment soigne-t-on? Quelles sont les théories à la mode à cette période-là? C'est ce que nous allons voir maintenant. Tout d'abord, il faut savoir que la médecine, c'est le domaine des moines. Au XIIe et XIIIe siècle, l'Église met en garde contre ceux qui vendent les soins. Pour être sûr et pour garantir les connaissances scientifiques des médecins, eh bien on organise ce qu'on appelle aujourd'hui les universités de médecine. Les études ne sont pas gratuites, Comme aujourd'hui, il faut payer pour entrer en licence et obtenir son doctorat. Il y a des conditions pour être médecin. Il faut être un homme, célibataire, bon chrétien et aux mœurs irréprochables. Évidemment, c'est une médecine par et pour les hommes. Le corps de la femme, les règles, tout ça reste assez mystérieux. Il y a même des théories qui disent que le sang des règles peut faire mourir les vaches. Donc tout ce qui concerne la femme, ce sera laissé aux sages-femmes. Mais on reparlera de cette question un peu plus tard. Mais donc, sur quoi se base l'enseignement de ces universités? Eh bien, j'imagine que vous en doutez, mais ce sont les textes antiques. On les a conservés grâce aux traductions que les moines en ont fait siècle après siècle. Les textes grecs en latin ont été traduits en farsi, en perse, en arabe, et ensuite les expansions arabes vont amener ces textes en Espagne qui sont de nouveau retraduits en latin. C'est là qu'on sent qu'il y a un petit problème. Évidemment, j'imagine que vous l'avez compris, ces textes ont été traduits, retraduits, donc il y a forcément des petites erreurs qui s'infiltrent dans les textes. Ils ne sont pas 100% fiables. Mais en dépit de cela, ces textes restent extrêmement précieux. Avoir 3 manuscrits pour une université, c'est un grand luxe. Tout d'abord parce que ces manuscrits sont rares, mais aussi parce que ça se conserve assez mal. La médecine à l'époque, c'est donc à la fois les connaissances anciennes dans les manuscrits, et à cela s'ajoutent les connaissances des maîtres. Alors les maîtres, on les reconnaît grâce à leur petit chapeau et leur grande robe rouge, parce qu'évidemment à la période médiévale, l'habit fait complètement le moine. Donc les habits que vous portez, ça indique directement votre rôle social. Si vous voulez être médecin, où faut-il étudier? Eh bien les grandes universités de médecine sont tout d'abord Montpellier, puis Paris. On a Padoue et Bologne, Salerne et le Mont Cassin qui lui a le plus grand nombre de manuscrits. Pour vous citer les grands qu'on a conservés, il y a Hippocrate, Galien et évidemment le premier chirurgien arabe, Aboul Cassis, qui est le premier à avoir décrit les instruments de chirurgie. Et au XIVe siècle, donc Guy de Chauliac, qui est le père des chirurgiens français, va s'appuyer sur ces documents qui ont été traduits par Gérard de Crémone au XIIe siècle. Le médecin dans le langage courant est appelé mire ou miresse. À 70%, les médecins sont des moines bénédictins et à 30%, ce sont des médecins juifs. Alors on sait à quel point la communauté juive est plus ou moins intégrée dans les sociétés chrétiennes. Mais les médecins juifs ont une très bonne réputation, surtout dans le sud de la France et en Espagne où il y a une grosse communauté juive. À côté de ces médecins qu'on pourrait dire officiels, il y a ce qu'on appelle les chamans, les guérisseurs, qui sont les premiers que les locaux vont voir, mais qui sont quand même considérés comme des vendeurs d'amulettes pour les médecins certifiés. Il y a enfin les médecins itinérants, alors qui sont assez spécialisés. On a les chirurgiens barbiers, on a par exemple le médecin des yeux, les ancêtres des ophtalmos, et alors ils sont un peu mal considérés parce qu'en fait on considère que si on est spécialisé en une partie du corps, c'est qu'on est trop naze et pas assez intelligent pour maîtriser vraiment tout le corps. Alors comment le médecin procède-t-il? Le médecin, il est un observateur. Dans les représentations, donc il a la grande robe rouge, le chapeau, le bessicle, donc qui est l'ancêtre des lunettes, et il est comme ça à regarder un urinal. Et donc en fait quand vous souffrez de quelque chose, vous apportez vos liquides au médecin. Donc vous apportez les urines, les vomis, les biles, les selles, et le médecin va regarder la couleur, la consistance, le goût aussi. Vivre dans l'urine, c'est affligeant. Et en fonction de ce qu'il observe, eh bien il va se référencer à son parchemin. Et alors une fois qu'il a diagnostiqué votre maladie, comment soigne-t-il? La première méthode, c'est on va utiliser ce qu'on appelle la théorie des signatures. C'est-à-dire que si un élément naturel ressemble à un organe humain, eh bien ça peut aider à guérir cette partie du corps. On va faire un test. À votre avis, à quoi ressemble une noix? À quoi ça vous fait penser? Oui, un cerveau. Et donc quand vous avez une migraine, que vous souffrez d'épilepsie, eh bien on va vous recommander de manger des noix. Ça c'est une des premières théories. La deuxième théorie qui est hyper importante à la période médiévale, c'est évidemment la théorie des humeurs. Dans les textes fondateurs de la médecine, on dit que l'homme est constitué de 4 éléments. Le sang, la bile, le flegme et l'atrabile. Le sang se rapporte au corps, la bile au foie, le flegme au cerveau et à tous les liquides transparents
transparent du corps, et l'atrabile ou bien la mélancolie, c'est tous les liquides noirs. Lorsque vous êtes malade, c'est qu'il y a un déséquilibre de ces humeurs, donc il y a trop de ceci, pas assez de cela. C'est pour ça par exemple qu'on fait des saignées, parce qu'on considère qu'il y a trop de sang dans le corps. C'est pour ça aussi qu'on considère que le sang des règles de la femme permet de purifier et de rééquilibrer le corps. Mais ces 4 éléments sont également associés aux 4 points cardinaux, au chaud, froid, sec, humide. Alors rappelez-vous dans ma précédente vidéo sur l'alimentation, les médecins ne recommandent absolument pas de consommer des fruits parce que c'est froid. Mais en revanche, si vous avez de la fièvre, manger un fruit froid, ça va rééquilibrer la température du corps. Le corps, le cosmos, les étoiles, tout est lié, tout est un équilibre extrêmement fragile qu'il faut maintenir. Et donc pour intervenir sur le corps de l'homme, il faut suivre des règles extrêmement précises. On ne peut pas faire de saignées les soirs de pleine lune, en hiver ou à telle période de l'année par exemple. Est-ce que les remèdes de la médecine sont efficaces? Non. Enfin oui. Ouais, là, je suis pas très claire. Mais en gros, quand les maux sont assez bénins, eh bien les plantes vont pouvoir aider et soigner les malades. Mais la plupart des maladies viennent des carences alimentaires. Donc en fait, les hôtels-dieux vont accueillir les malades et les guérir assez facilement, mais parce qu'ils étaient en manque de nourriture ou de chaleur. Je vous ai dit en début de vidéo que la médecine était par et pour les hommes. Alors maintenant, il faut parler de l'exception ou des exceptions qui confirment cette règle. Peut-être que vous avez entendu parler de Hildegarde de Bingen. Elle est connue pour ses visions, mais pas seulement. Elle est aussi un des plus grands médecins de la période médiévale. Elle est née en 1098 dans le Saint-Empire romain germanique d'une très nombreuse famille riche. Elle est confiée à un monastère et là-bas elle a fait des recherches de médecine et rédigé des textes médicaux. Ses plus célèbres sont sur la circulation sanguine et le système nerveux. Avec Saint Bernard de Clairvaux, elle fait vraiment figure d'autorité scientifique et spirituelle. À l'université de médecine de Salerne sont connus les textes de Trotula, une sage-femme de la fin du XIe siècle qui a écrit au sujet de la grossesse. Son œuvre la plus célèbre s'appelle De mulierum passionibus ante in et postpartum. Mais que devient cette médecine médiévale à la période de la Renaissance? Eh bien, il se trouve que l'invention de l'imprimerie a permis un plus grand accès au savoir, et donc une remise en question des connaissances scientifiques. Ensuite, à la période moderne, on pratique les autopsies, alors plus seulement pour décrire ce qui se passe, comme on faisait à la période précédente, mais pour comprendre vraiment le fonctionnement du corps. Mais de la médecine médiévale, on conserve encore beaucoup de recettes dites de grand-mère, à base de plantes. Je vous ai parlé aussi à la précédente vidéo du jeûne et d'une alimentation saine, et donc évidemment Hildegarde de Bingen a été une des premières qui a vivement conseillé de manger le plus sainement possible et de faire des jeûnes intermittents. La particularité de la médecine médiévale, c'est qu'on considère que le corps et l'âme ne font qu'un. Donc à quoi sert-il de guérir le corps si l'âme reste malade? Et pour cela, non seulement il y a la vie spirituelle, mais il y a également la musique. Hildegarde de Bingen est connue pour avoir composé 70 cantiques inspirés de ses visions. Pour la petite histoire, ces cantiques sont chantés par les femmes, les nonnes de son monastère, ce qui fait concurrence au chant grégorien qui est chanté par les hommes pendant cette période-là. Et ces cantiques ont un but, c'est de guérir l'âme. Ça correspond un peu à ce qu'on dit aujourd'hui, un esprit sain dans un corps sain. Voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager comme d'habitude, à vous abonner si vous venez d'arriver sur cette chaîne. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Je vous souhaite encore bon courage pour la fin du confinement et à bientôt!